Carib de départ, ça commence en fait à la librairie Scylla, qui est spécialisée en science-fiction, fantasy et fantastique, et qui avait envie d'élargir le terrain de jeu à d'autres littératures que de rester dans le coffre, enfin les limites du genre, dans la mesure où la plupart de ses clients sont de gros lecteurs qui lisent de tout. Nous, on s'est tous rencontrés, on est 4, 5 maintenant, on était 4 au départ, on est 5 maintenant. On s'est tous rencontrés là-bas. Et voilà, l'idée de faire Carib, c'était de proposer des littératures qui plaisent à un lectorat de l'imaginaire et d'aller explorer des champs, le polar, la littérature étrangère, la littérature française, voilà, découvrir des éditeurs qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'était il y a 2 ans, l'ouverture de la librairie. Donc on a trouvé un super local à Paris, dans le 12e, pas très loin de la librairie Scylla. Ce qui fait que nos clients vont de Carib dans Scylla et inversement assez régulièrement. À partir de cette inspiration initiale, c'est vrai que ce qu'on a essayé de bâtir donc, dans l'assortiment, dans ce qui est proposé, dans la façon de le faire aussi, au départ on est quand même inscrit dans ce socle de lecteurs, et puis c'est nos propres goûts. Ce qu'on a en commun au départ, c'est on a tous une culture littéraire de genre, de science-fiction, de fantasy, fantastique qui est non négligeable, qui est plus ou moins développée parce qu'on n'a pas tous les mêmes âges, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est justement toute l'enveloppe de ce qu'il y a autour. Alors des choses, bon, c'est un peu théorique, mais c'est pas faux, des choses que Francis Berthelot appelle des transfictions. C'est en fait des livres qui sont de la littérature générale, qui sont vendus dans des collections de littérature générale partout, mais qui parlent un peu plus que d'autres livres à des amateurs de science-fiction, de fantastique ou de fantasy. Et ça fait donc tout de suite un énorme champ à parcourir. Et puis en y mêlant nos goûts propres, ensuite historiques, de nos propres lectures, de nos propres envies, on tient à avoir une offre qui est certainement pas universelle, puisqu'on propose, ça croît sans arrêt, mais on propose depuis le départ à peu près, enfin au départ c'était 12 000 références, maintenant on doit en être à 13 500 de neuf. Sachant que là-dedans, par rapport à beaucoup de librairies, une des caractéristiques, c'est qu'on est extrêmement dominé par le fond. On a presque 85% de fond, et les nouveautés, on sélectionne dans les nouveautés, on pratique quasiment pas d'office. On sélectionne les choses dont soit elles nous plaisent d'ores et déjà, soit on subodore qu'elles vont nous plaire, soit des gens de confiance parmi nos lecteurs, dans notre cercle, nous en ont dit beaucoup de bien. Donc on essaye, on goûte. Et puis ensuite on le propose, et si ça nous plaît vraiment, on les intègre ensuite à l'issue de leur phase de nouveauté, au lieu de les retourner, on les intègre au fond, et on construit comme ça peu à peu, ce qui fait qu'on a un problème de place, évidemment, fatalement, c'est pour ça que c'est assez serré. Et que Carib, c'est un peu notre bibliothèque personnelle à tous les 5 maintenant. L'office, c'est une espèce d'abonnement en fait qu'on prend à toutes les nouveautés. Alors on avait vu passer ça au début, c'était... alors on n'est pas vraiment libraire de formation, donc je ne vais pas être très claire. C'est en gros s'inscrire à toutes les nouveautés de policiers proposées par tel distributeur. Et on reçoit des cartons, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ce sera des nouveautés de policiers. Et ça, nous, on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on sélectionne, on prend que ce qu'on veut. Soit parce qu'on fait confiance à l'auteur, soit parce qu'on fait confiance à la collection, soit parce qu'on l'a lu avant et on sait qu'on le veut, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on sait ce qui arrive dans nos cartons et on sélectionne en amont, quoi. C'est intéressant d'évoquer au passage, parce que c'est aussi une caractéristique, je pense, un peu distinctive, qui nous rend un peu différents, donc en dehors des choix d'assortiment lourds, structurants. C'est vrai qu'on classe par collection et par éditeur. Et en fait, c'est pas neutre. Alors à la fois, ça permet de gagner énormément de place, c'est clair, donc pour des raisons évidentes de rangement. C'est beaucoup plus joli, parce que la grande majorité des collections et des éditeurs ont une certaine harmonie visuelle en fait, sur leur tranche ou sur leur couverture, qui fait que quand on les classe tous ensemble, c'est plus joli que quand c'est tout éparpillé. Puis la troisième raison qui permettra peut-être de parler un peu plus justement de l'édition indépendante ou des éditeurs, c'est que en présentant d'un coup sur une seule étagère ou sur 2 étagères l'ensemble de la production de certains éditeurs justement qui sont de taille petite ou moyenne et dont la production est souvent éparpillée dans les classements alphabétiques ou thématiques,
en les mettant ensemble, on obtient à la fois une espèce de petit effet de masse et puis un effet très intéressant auprès des clients de passage en fait de l'un à l'autre. D'autant plus qu'un petit éditeur, et c'est souvent le cas, a une certaine ligne éditoriale. On a aimé un tel, on le trouve ensemble dans le rayon, on regarde ce que l'éditeur fait d'autre. Maintenant, plus les collections sont importantes, moins ça s'applique. On ne va pas aller fouiller directement, par exemple en folio ou en point seuil ou en Babel, et encore on pourrait en discuter pour Babel, voilà, il y en a d'autres. Mais en revanche, sur des éditeurs, sur ce mur-là, par exemple. Toussaint Louverture, La Volte, Antidata, Asphalte, Passage du Nord-Ouest, José Corti. C'est des catalogues qui ont un sens. Voilà. Une 13e note qui est juste derrière qu'on ne voit pas, enfin pareil. Donc il y a une certaine. Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ça encourage le type de curiosité qu'on aime bien. Ouais. Et puis ça met en valeur spontanément des éditeurs qui sinon se font un peu noyer en fait dans la production. Et une autre caractéristique de Caribd, c'est les événements. On essaye d'organiser 1 à 2 événements par semaine et de tenir le rythme toute l'année, c'est-à-dire pas seulement pendant la rentrée littéraire, mais vraiment toute l'année. Les événements, ça peut être une rencontre avec un auteur, donc sous forme un petit peu ce qu'on va faire là pour Jaume Cabré, d'interviews, de questions-réponses avec le public et de présentation du livre avec des petits morceaux de lecture. Ça peut être une lecture lue par des comédiens, on a déjà eu le cas, on a eu des showcases, on a un événement qui est assez récurrent, qu'on essaye de faire 3 à 4 fois par an, qui est un gros événement qui s'appelle les Dystopiales, qui rassemble, c'est une espèce de micro-festival en fait à la taille de la librairie, donc qui fait 48 mètres carrés, qui rassemble plusieurs auteurs alors plutôt de sensibilité science-fiction, mais pas que. Et on essaye de créer vraiment des passerelles entre les genres et les gens, donc d'avoir un ou plusieurs auteurs étrangers, des auteurs français, des traducteurs, un illustrateur, voilà, pour que les rencontres se fassent, quoi. La première rencontre qu'on fait dans le cadre de la Voix des Indés, donc ce sera avec Monsieur Toussaint Louverture, donc pour le lancement et quelquefois, j'ai comme une grande idée, de Ken Kesey, le 15 octobre. Et pourquoi nous, on aime beaucoup ce que fait Monsieur Toussaint Louverture. En fait, il faut être, il y a une question de sensibilité, puis il y a aussi une question de réaction de notre clientèle, de nos amis, de nos lecteurs. Si on prend les 15 livres qu'on a le plus vendus en fait, depuis que la librairie existe, on va trouver dedans 3 titres de Monsieur Toussaint Louverture. Donc Énigme Marcheur, pour lequel justement l'année précédente, on avait fait une soirée ici, alors pas exactement une soirée de lancement, mais pas loin, c'était peu après le lancement, et qui avait été un grand succès, enfin les gens avaient été très intéressés, ils s'étaient dit beaucoup de choses. Et le livre a très très bien fonctionné chez nous par la suite, on en vend encore de façon non négligeable. Et puis un autre auteur, Monsieur Toussaint Louverture, qui a très très bien aussi fonctionné chez nous, qui est venu à une de nos dystopiales justement, et ça a soulevé l'enthousiasme, c'est Julien Campredon, donc avec ces 2 recueils, Brûlons tous ces pognes pour l'amour des elfes, et puis L'attaque des dauphins tueurs. Et on avait reçu aussi Thierry Acomirande pour Temps gelé, qui est un très beau recueil. Et qui accompagnait Julien Campredon. On était super contents d'avoir 2 auteurs Monsieur Toussaint Louverture dans la pizza. Et du coup, là, alors il se trouve que le hasard un peu aussi de ce qui se passe dans notre librairie fait que, en ce qui concerne le Ken Kesey, un de nos libraires invités, donc ça on ne l'a pas mentionné, mais donc, oui. C'est important parce que ça c'est un événement qui est régulier tous les mois et qui est assez spécifique puisque quelqu'un qu'on aime bien, où on apprécie le travail, que ce soit un auteur, que ce soit un éditeur, que ce soit un traducteur, parfois un chroniqueur, vient un soir et vient présenter 7 livres qui ne sont pas les siens. Donc, pas ceux qu'il a écrits s'il est auteur, pas ceux qu'il traduit s'il est traducteur, pas ceux qu'il édite s'il est éditeur, et c'est plus simple pour un chroniqueur. Et à ce moment-là, donc, il présente ses livres et il fait effectivement un travail de libraire pendant une soirée. Et puis donc on parle de tout ça, et puis ensuite on garde ces livres-là sur une table spéciale pendant un mois, jusqu'au suivant. Et donc au cours de l'année écoulée, on a eu à la fois un de nos libraires invités donc, qui a présenté avec beaucoup
de verve et de ferveur vole au-dessus d'un nid de coucou, donc le premier roman de Ken Kesey. Et puis un peu plus tard, on a eu un autre libraire invité qui a présenté le Acid Test de Tom Wolfe. Donc l'histoire en fait de la bande de Ken Kesey et de ses amis autour de l'époque de l'écriture de Sometimes a Great Notion, quelquefois j'ai comme une grande idée. Et du coup, on était très sensibilisés sur ce livre, et quand on a appris que M. Toussaint Louverture s'était lancé dans cette aventure, dans une traduction d'un livre de 1964 qui n'avait toujours pas été traduit en français et qui avait un statut culte aux États-Unis, qui est un très très grand roman, on s'est dit, bon, si jamais il y a une possibilité de faire un événement autour de ce livre, c'est chez nous, ça sera génial, ça correspond exactement à ce qu'on cherche, à ce qu'on souhaite. Et voilà, donc c'est ça l'idée. Je ne sais pas si elle est grande, mais en tout cas, c'est l'idée. Et le deuxième événement, ce sera un libraire d'un soir, justement. On invite Passage du Nord-Ouest, donc les éditions Passage du Nord-Ouest, à jouer les libraires d'un soir, donc à présenter 7 livres qu'il aime. Et ce sera l'occasion, dans cette soirée-là, on présente, l'invité présente les 7 bouquins, et les libraires présentent les livres qu'édite, traduit ou écrit l'invité. Et nous, ce sera l'occasion de parler de American Prophet, qui est sorti chez Passage du Nord-Ouest de Paul Beatty, et qui est excellent. On a reçu, alors pareil, c'est une histoire de résonance d'événements, on a reçu Percival Everett en janvier dernier, et c'était une soirée assez magique. Et là, il y a vraiment quelque chose qui résonne avec ça, sur le jeu, sur les clichés noirs américains, sur une espèce d'intelligence et de sensibilité qui est vraiment très très chouette. Et ça, ce sera le 8 novembre, un vendredi soir.